vous marchez à Ottawa et particulièrement dans le marché Bail, inévitablement, vous allez devoir prendre la rue Sussex. La rue Sussex qui va vous mener d'un côté au Musée des beaux-arts du Canada, de l'autre à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa dont l'architecture et l'intérieur a été refait, bien entendu. Mais non loin de là se trouve la galerie Jean-Claude Bergeron. Nous rencontrons donc son directeur, son initiateur, son fondateur, Jean-Claude Bergeron. Jean-Claude Bergeron, j'ai envie de vous demander pour commencer, vous êtes un spécialiste de l'estampe. Faites-moi la différence entre la gravure, l'estampe, la lithographie et la sérigraphie, parce que pour le commun des mortels, tout ça, c'est tout du pareil au même, mais c'est pas pareil. Oui, effectivement, j'ai à expliquer très souvent à la galerie justement cette différenciation. L'estampe, c'est en fait le grand parapluie qui couvre toutes les formes d'impression. À l'intérieur de ça, vous allez avoir l'eau forte, la litho, le bois gravé, la sérigraphie, la collagraphie. Ce sont tous des procédés qui naissent de l'estampe, en fait. C'est l'estampage. Donc, l'estampe générique pour tout ce qui est impression. Et la gravure elle-même, maintenant, la gravure se fait à peu près sur tous les matériaux. On parle du verre, du métal, de la pierre, même pour les pierres tombales, par exemple, etc. Oui. C'est un phénomène extrêmement important aussi. Vous vous y connaissez en gravure aussi. Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à la gravure? C'est arrivé par hasard. Ah oui? Oui, moi, je m'inscrivais aux Beaux-Arts à l'Université d'Ottawa en peinture. Et 2 jours avant le début des classes, le professeur, qui était un professeur français, son père est décédé. Donc, il est rentré en France. Et là, tous les étudiants étaient inscrits. On arrivait au cours. Donc, le directeur du département a dit, écoutez, on n'a pas de cours pour le moment, mais pourquoi vous n'allez pas en gravure? Il y a le professeur Manzuro qui est là. Fait que je suis arrivé en gravure. Et puis, finalement, j'ai été mordu. Et j'ai fait une spécialité là-dedans. Très intéressant d'ailleurs, et je ne savais pas ce détail-là. Mais donnez-moi d'autres détails sur vous, Jean-Claude. Vous êtes originaire d'ici? Non. Non, moi, je viens du paradis terrestre. C'est-à-dire? C'est-à-dire un village qui n'est presque plus sur la carte. C'est dans les cantons de l'Est, dans les Appalaches. Donc, un petit village. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y a 100 habitants. Je suis né sur une ferme, le 14e enfant d'une famille. Je suis le dernier. Donc, j'ai le paradis terrestre parce que j'ai été élevé sur la ferme avec les animaux, parce que mon père n'avait pas de tracteur ni voiture. Tout se faisait avec les chevaux. Donc, on avait des vaches, des cochons, des moutons, des poules, 3 chiens, un paquet de chats. Donc, finalement, et mon père a vendu la ferme, j'avais 6 ans. Donc, j'ai grandi les premières années entouré des animaux. Ça a été, je dis, le paradis terrestre. Est-ce que, justement, ces premières années-là sont marquantes pour être plus sensible à ce qu'on pourrait appeler l'art ou l'art visuel en général? J'ai comme l'impression, écoutez, on est entouré d'arbres, on est dans un parc ici. Automatiquement, c'est pas la même chose que d'être sur du béton. Absolument. Moi, ce qui m'a aidé, sans doute, c'est la nature. On était très près de la nature. On n'avait pas l'électricité quand j'étais jeune. Donc, on vivait selon les heures du jour, très tôt le matin. À 7 h, 8 h le soir, on était couchés. Avec les animaux autour, mon père avait une cabane à sucre. Je l'accompagnais comme je n'allais pas à l'école. Donc, je passais les semaines à la cabane à sucre avec mon père. Toutes ces choses-là qui m'ont peut-être marqué, m'ont rendu plus sensible. Mon père aussi avait l'habitude, l'hiver, de prendre des grandes marches. Et comme il n'y avait pas d'électricité, on était en pleine campagne, donc les aurores boréales, il y en avait, on les voyait de loin. Aujourd'hui, les gens se disent, mais c'est quoi? On n'en voit pas de ça. Ma femme n'avait jamais vu la Voie lactée. Mais je lui ai dit, il faut sortir de la ville pour voir la Voie lactée. Les étoiles, il y en a plein. Mais en ville, on ne les voit pas. Donc, toutes ces choses-là m'ont rendu sensible peut-être plus à l'environnement, à la nature, à la beauté des choses, à la vie, en fait. Est-ce que, justement, cette sensibilité-là, justement, vous a permis et vous a influencé pour vous lancer, justement, dans la gravure et dans les arts en général? Oui, bien, j'avais quand même, au départ, une prédisposition pour les arts. Vous avez étudié là-dedans? J'ai étudié à l'université, là, mais même quand j'étais à l'école,
À l'école élémentaire, souvent les professeurs disaient « Jean-Claude, c'est Pâques, tu vas aller faire un dessin sur le tableau. » Ça a été la même chose au collège. J'étais pensionnaire. Et dès qu'on avait besoin de quelque chose de décoratif, on disait « Jean-Claude va faire ça. » Et puis c'est effectivement, à l'âge de 15 ans, je voulais aller aux Beaux-Arts. Mais vous savez, quand j'ai eu 15 ans, moi, c'était... 15 ans dans les cantons cantons de 1956. Ben oui. Refus global n'était pas loin derrière. Tout à fait, oui. J'étais le 14e de la famille. Mon père a dit, écoute, tu ne gagneras pas ta vie avec ça. On sait que tu as du talent, tu ne gagneras pas ta vie avec ça. Mais quand même, il m'a emmené à l'époque à Montréal, rencontrer un psychologue. Puis on a fait des tests, un genre de IQ, j'imagine. Et finalement, le psychologue a dit, oui, il y a possibilité, on parlait de sculpture. Qu'il y aurait une possibilité pour la sculpture. Mais lui-même a rajouté en disant, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Donc, finalement, j'ai fait des études en commerce et en administration. Parce que c'était le nouveau débouché à l'époque. Très intéressant, mais vous aviez toujours gardé cette espèce de fibre artistique, si on peut dire. Oui, oui. Et quand j'ai fait un bac à l'Université d'Ottawa en commerce-comptabilité, j'ai travaillé au gouvernement fédéral et je me suis ramassé aux affaires étrangères. Et j'ai fait l'ambassade du Canada à Paris pendant 4 ans. Et mon travail était de m'occuper des franchises diplomatiques, surtout, et de l'entretien de la chancellerie et de la résidence de l'ambassadeur. Et j'étais là en 1967, le centenaire de la Confédération. Le Canada a envoyé des grandes expositions en France, et c'est moi qui dédouanais ces trucs-là. Puis je me disais, écoute, il y a des gens qui gagnent leur vie à faire ce qu'ils aiment. Donc, quand je suis rentré de Paris, j'ai quitté le ministère, je suis allé aux études à temps plein, aux Beaux-Arts. J'ai fini par une maîtrise aux États-Unis. Quel drôle de hasard, mais franchement, c'est presque un beau retour en arrière que vous avez fait. Oui, mais moi, j'ai toujours dit à mes enfants, mes petits-enfants, si vous avez un rêve, il faut le poursuivre. Il n'y a personne qui va vous l'enlever. Parce que moi, je me rappelle, en 5e année, j'étais encore dans mon petit village, une école un peu comme les filles de Caleb, là, toutes les divisions, là. Puis on étudiait le Canada. Puis moi, je m'étais dit, un jour, j'aimerais ça aller à Ottawa. J'aimerais ça travailler à Ottawa, puis j'aimerais ça travailler dans les ambassades. J'étais en 5e année. Et ça s'est fait comme ça. J'ai toujours gardé ce rêve-là. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un emploi dans un bureau d'assurance chômage à Victoriaville. Puis on annonçait toujours les offres d'emploi pour les commis à Ottawa ou ailleurs. J'ai dit, tiens, j'applique pour un poste à Ottawa. Je parlais presque pas anglais. Donc, j'ai le poste. Et puis, j'arrive ici, on m'envoie à la fonction publique. Fonction publique, on dit, parfait, on va t'envoyer au poste. Là, il y a beaucoup de francophones. J'arrive au poste. Effectivement, il y avait des francophones, mais aucun dans la section où je travaillais. Donc, ils m'ont mis au filing pendant 6 mois. J'ai appris mon anglais un peu comme ça. Et je surveillais toujours les fameuses annonces. Et il y en a eu une pour les affaires étrangères, et c'est là que j'ai appliqué. Mais je suis allé voir avant, rencontrer le directeur du personnel. Puis il me dit, écoute, Jean-Claude, applique, c'est des gars comme toi qu'on veut. Et c'est comme ça que je suis rentré. Très intéressant de voir un parcours. Comme quoi, tout mène à tout, finalement, Jean-Claude. Tout mène à tout, il s'agit d'y croire. Oui, absolument, tout Trop de gens décrochent en disant, ils sont fatalistes un peu, on n'y arrivera pas. Mais je pense que si on veut y arriver, des fois, ça prend du temps, mais on y arrive. Ça veut dire que la passion, pour commencer, pour les arts visuels, la peinture, etc., la gravure, sans aucun doute, l'estampe, sans aucun doute, au point de départ. Après ça, la sensibilité rurale par rapport à la ville, l'expérience du commerce et de la diplomatie. Mais vous étiez vraiment, dès quelques années dans votre tendre enfance, si je peux dire, vous étiez très bien équipé, Jean-Claude. Oui, parce que les Français me disaient, je me rappelle quand j'étais à l'ambassade là-bas, je travaillais avec des Français aussi, puis ils me disaient, Jean-Claude, t'es un gosse de vieux, toi. Puis je me dis, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Il dit, j'avais 23 ans, mais j'avais la mentalité de quelqu'un de 45. Parce que j'avais été élevé par des vieux. J'avais beaucoup d'expérience sur la ferme et tas de choses que j'avais. Donc, mon bagage, j'avais l'air d'un gosse de vieux. Ce qui est très bien. Je me suis dit, c'était une chance, finalement, que j'avais.
Et j'ai cru comprendre que vous étiez fin observateur, non seulement connaisseur, mais observateur aussi. Par exemple, si une scène se présentait à vous, vous ne vous prononcez pas tout de suite, vous l'observez, vous l'analysez et ensuite de ça, peu à peu, vous l'intégrez et vous jugez par la suite. Est-ce que c'est un peu ça aussi? C'est une question de tempérament aussi. Moi, je suis un Cancer. J'observe beaucoup, en effet. Des fois, j'observe trop. Je ne vois que. Ce n'est que par les yeux. J'oublie les autres sens. Ça me causait des problèmes, surtout quand je travaillais à l'ambassade, parce qu'il y avait souvent des réceptions. On rencontre des gens. Puis je me disais, faut que je me rappelle du nom du bonhomme-là. Et puis, je me rappelais peut-être la couleur de sa cravate, mais je n'avais pas son nom. C'est encore comme ça aujourd'hui. Tout à fait, oui, j'imagine un tout petit peu. J'ai envie de vous demander de l'estampe comme telle. Qu'est-ce qui, au premier regard, vous touche? Est-ce que c'est la texture? Est-ce que c'est la façon de faire? Est-ce que c'est la représentation de ce que c'est? Qu'est-ce qui capte votre regard en partant? Oui. Bien, la gravure a été pour moi ce qui me collait le mieux à ma personnalité. D'abord, c'est linéaire. C'est pas spontané, c'est un processus qui est très long. Et je l'ai assumé, je l'ai vu après, parce que j'enseignais, puis je voyais des élèves, je me disais, ah, toi, tu devrais faire de la gravure. Tu as le tempérament pour ça, tu es linéaire, le dessin, c'est très important. C'est de la patience aussi? Patience, oui, parce qu'on ne voit pas le résultat tout de suite. Tout à fait. En peinture, on met la tâche, on peut se reculer puis regarder ce que ça donne. Tandis qu'en gravure, on peut travailler des semaines sur une plaque. Tant qu'on n'a pas fait l'impression, qu'on ne l'a pas ancré, qu'on n'a pas fait de tirage, on n'a pas le résultat. Donc ça, c'était mon tempérament, moi, là. C'est un peu aller à l'aventure. Oui, oui. Puis en espérant qu'il y ait des découvertes, qu'il y ait des choses qui vont arriver. Tandis qu'en peinture, on ne l'a pas, ça. La décision, il faut qu'elle se prenne tout de suite, et puis moi, ça ne colle pas à moi. Est-ce que vous avez quand même, malgré tout, une idée de ce que ça va pouvoir être? Ah oui. Oui. Avec l'expérience, oui. On sait que si on prend telle technique, puis qu'on... Mais il y a toujours des découvertes. Des fois, ça dépasse ce qu'on voulait. Hein. Après ça, le choix des couleurs. Et puis l'estampe, la texture aussi. On arrive à créer des textures. C'est ça que l'eau forte, pour moi, est beaucoup plus importante que la litho ou que la sérigraphie. Parce que ça, ce sont des médiums à plat. Tandis que dans l'eau forte, on peut aller avec la texture, créer des textures. Donc, c'est vraiment tout à fait spécial. Jean-Claude, si vous permettez, on va prendre une brève pause et on vous revient tout de suite, mesdames, messieurs. Toujours en compagnie de Jean-Claude Bergeron. Jean-Claude, cette fois-ci, j'ai envie d'aborder un tout petit peu votre dada, parce qu'on a parlé de l'estampe au départ, bien sûr, et de votre cheminement. Mais là, je pense qu'on se doit de parler de la fameuse galerie, bien entendu. Vous avez toujours dit dans les entrevues que j'ai écoutées et que vous avez données, ou les entrevues ou les tables rondes, vous avez toujours dit que
d'avoir une galerie, pour vous, c'était un rêve, c'était presque un rêve inatteignable. Alors, parlez-moi un tout petit peu, justement, quel a été l'élément déclencheur qui a fait que Jean-Claude Bergeron est devenu garliériste? C'est encore là, vous voyez, on parle de rêve. J'étais aux Beaux-Arts, à l'Université d'Ottawa. Il y avait ce galeriste, Rodrigue Lemay, qui avait la galerie Rodrigue Lemay, qui était sur la rue Waller, dans une des petites maisons qui est démolie maintenant. Et j'allais entre les cours aller prendre un café. Rodrigue était très accueillant, donc j'allais prendre un café avec lui, puis lui présentait les gravures. C'était le spécialiste. C'est lui qui a fait connaître la gravure à Ottawa, parce que les gens ne savaient pas ce que c'était. Moi, je me rappelle, la première exposition que j'ai faite, ça a été chez Wallach. On était 4 finissants en gravure. Et puis, Mme Wallach avait dit, écoutez, on va vous faire un espace, présentez vos gravures. Oh, bien là, je comprends quelque chose. Ça veut dire que vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas de lieu d'exposition pour les graveurs. Oui, bien, il y avait ce qu'il appelait à l'époque Wallach's Art Edition. Tu sais, ça commençait la gravure, donc elle présentait les gravures de Blackwood, Kitty Bruno, tous ces gens-là. Et puis, finalement, elle nous a fait un espace pour les finissants, donc on exposait là la première fois. Puis je m'étais dit, puis Rodrigue Lemay, puis tout ça, peut-être qu'un jour, j'aimerais ça avoir ça. Mais j'avais mon propre studio à ce moment-là, dont je produisais de chez moi, des eaux fortes. Et puis, finalement, j'ai quitté le Québec au moment du référendum, du premier référendum. Parce que moi, je travaillais en Ontario. J'enseignais, à cette époque-là, j'enseignais à De La Salle les arts visuels au secondaire. Vous êtes de La Salle aussi? Oui. Eh bien, mesdames, messieurs, un autre lien régional, et je ne le savais pas. Oui. Je n'ai enseigné que 5 ans, de 73 à 78. Et après, j'ai été conseiller pédagogique pour la province, pour le conseil scolaire d'Ottawa en même temps. Donc, j'avais 2 jobs, là. Donc, j'allais aider les professeurs d'arts visuels dans les écoles élémentaires, secondaires. Et puis, j'ai fait ça de 78 à 82. Et là, le programme des arts, comme j'étais conseiller pédagogique, j'ai siégé sur les comités, puis finalement le rapport pour la naissance du Centre d'excellence artistique à De La Salle. Tout à fait. Et puis moi, je venais d'obtenir du conseil un congé sabbatique pour aller étudier justement les méthodes éducatives dans les grands musées du monde. Donc, je devais aller à New York. Et puis, on a dit non, on t'enlève ton congé, puis on va prendre toi, c'est toi qui vas mettre ça sur pied là-bas. Fait que là, j'ai arrêté de faire la gravure en disant, oh, dans 2 ans, je vais recommencer. Je pourrais faire ma gravure. C'est ça, oui. Mais c'était une job, ça, mettre ça sur pied. Donc, toute la conception, tous les programmes et puis l'administration. Finalement, je ne suis jamais retourné à la gravure, production. J'ai vendu ma presse. L'Université du Québec à Gatineau a acheté ma presse. Et puis, là, j'ai décidé d'ouvrir une galerie d'art pour préparer ma retraite. Donc, j'ai ouvert la galerie en 92. J'embauchais quelqu'un au départ. Les fins de semaine, j'étais là. Ce qui fait que quand je suis arrivé à la retraite, tout fonctionnait. Qu'est-ce qui, dans l'organisation parce qu'on parlait bien sûr de vos expériences commerciales antérieures, bien entendu, je suppose que ça vous amenait ça à ce moment-là de votre existence, donc en 91, 10, 11, 12 à peu près, ça a dû vous servir beaucoup justement d'avoir cette espèce de, non seulement de connaissances artistiques, mais de connaissances commerciales aussi. Oui, absolument, parce que je travaillais de l'autre côté du miroir. Là. Moi, j'étais comme artiste, j'exposais dans les galeries. Donc, j'avais les contrats avec des galeries, ce qui me permettait de connaître comment ça fonctionnait. Et c'est pour ça que j'ai ouvert une galerie spécialisée en papier au départ, parce que c'était ma force. Et dès les premières années, j'ai fait des expositions de groupes qui étaient des expositions, des ateliers de graveurs un peu partout au Canada. Donc, j'ai appelé un atelier, j'ai dit, écoutez, moi, je vous offre une exposition de vos graveurs. Choisissez les membres que vous voulez exposer. Et moi, ça m'a fait découvrir des artistes aussi. J'imagine. Parce que quand ils venaient, ils m'envoyaient les gravures. Souvent, il y a des artistes qui venaient avec. Puis on parlait. Puis finalement, de ces expériences-là, j'ai gardé des artistes que j'ai encore dans ma galerie. Donc, je suis représentant. Donc, et la galerie, elle est située, et ça, j'ai trouvé ça... vous allez trouver le paradoxe un peu bizarre, mais elle est située non loin du Musée des Beaux-Arts et à côté de la cathédrale Notre-Dame, ou à peu près à quelques centaines de pas. Donc, vous étiez entre les arts et la religion, vous voyez un peu? Non, puis ça, c'est...
le fait que la galerie soit près du musée, c'est tout à fait hasard. Parce que j'avais acheté cette maison-là pour une résidence. C'était la maison de Charlotte Lemieux, il y a une école pas loin d'ici qui s'appelle l'École Charlotte Lemieux. Comme j'étais conseiller pédagogique, elle était surintendante au Ottawa Board, je travaillais pour elle. Puis j'avais été chez elle pour aider à amener une de ses sœurs en fauteuil roulant pour une funéraille à la cathédrale. J'étais rentré dans la maison, puis j'avais dit un jour, Charlotte, si vous vendez cette maison-là, je veux le savoir. Et puis le temps passé. Puis finalement, un bon matin, je reçois un appel. Elle dit, écoute, viens prendre un café. Puis elle dit, fais visiter la maison. Puis si tu veux, fais-moi une offre. Puis c'est comme ça qu'on a acheté la maison. Puis pendant 8 ans, c'est une résidence. On n'avait pas le droit de rien faire sur cette rue-là. Et puis un bon matin... Vous voulez dire on n'avait pas le droit de construire des commerces. De construire, etc. Parce que Charlotte aurait fait un restaurant avec ça. Parce qu'elle avait ouvert un restaurant ici au coin de Highland Park et Richmond. Qui est toujours là d'ailleurs. Donc, elle a vendu la maison. Et puis, 8 ans après, bon matin, dans la boîte à mal, une notice de la Ville d'Ottawa qui demandait... On change de zonage. On change de zonage pour permettre les commerces des arts à cause du musée qui arrivait. Commerce des arts, atelier d'artistes, bouquinistes, antiquaires. Fait que j'ai dit, ça y est. Moi, j'avais acheté une maison dans les cantons de l'Est pour faire une galerie d'art d'été. Je m'étais dit, à la retraite, je m'en arrivais là, puis je ferais des événements là-bas. Donc, c'est fait, j'ai vendu la maison là-bas, puis j'ai ouvert ma galerie chez moi. L'aménagement de cette galerie-là n'a pas dû se faire de façon très facile non plus, parce qu'aménager une galerie dans une vieille résidence victorienne, je suppose que c'est pas aisé à faire. Comment est-ce que vous vous y êtes pris succinctement? Oui, ça a été assez facile parce que la maison était bien conservée à l'intérieur. L'extérieur avait été complètement presque démoli, mais l'intérieur était resté très beau. Il y a des grands salons qu'on n'utilisait pas. La maison est très grande. Hein? Elle est longue, ça ne paraît pas, mais elle est très profonde. Tout à fait. Donc, il y avait des pièces qu'on n'utilisait pas en avant. Et nous, quand on est entré là, on a tout fait changer, la plomberie, l'électricité, le chauffage, parce que c'était une maison dont les parents de Charlotte sont morts en haut de 90 ans, puis ça n'avait pas été trop entretenu, là. Donc, on arrivait avec des ados, nous, donc, avec les séchoirs à cheveux, puis tout ça. Fait qu'on a dit, avec la plomberie, on allait au sous-sol, puis on voyait les fils à découvert, puis ça passait dans des petites cannelles en plastique, là. On va s'en occuper. Fait qu'on a on a changé la fournaise parce que ça prenait de l'huile énormément. Donc, tout ça avait été fait. Fait quand on a décidé d'ouvrir la galerie, on a simplement enlevé sur les murs les vieux papiers peints qui étaient là. Puis là, on est allé poser l'électricité entre les solives du plafond. Et toute l'électricité ne pouvait pas être faite dans les murs parce que c'est des petites lattes de bois et du plâtre. Dès qu'on touche à ça, tout tombe. Donc, l'électricien qui a fait ça a réussi à passer l'électricité par le sous-sol, dans les garde-robes, par le grenier aussi dans les garde-robes, ce qui fait qu'on a pu installer l'électricité pour la galerie. Et c'est des maisons bien construites. Hein? Il y avait c'était pas des 2 par 4, c'était des 4 par 6 à peu près. Donc, on a pu trouver à mettre un rail d'exposition que j'ai fait le design moi-même, que j'ai fait usiner. Et mettons, on pourrait suspendre un éléphant dans la galerie sans problème. L'éclairage est bien. Il y avait beaucoup de portes, donc ce qui fait qu'on peut être privé. Non, c'était idéal. Idéal comme espace. Lorsque la galerie a été inaugurée, pour commencer, elle a été inaugurée par qui? Moi, je le sais, mais les auditeurs et les téléspectateurs ne le savent pas. Dites-nous là. Par Henri Masson. Voilà, effectivement, tout à fait. Henri qui était graveur, parce qu'il avait travaillé pas loin d'ici pour la Canadian Banknote. C'est ça qu'il était venu aussi pour faire ce genre de travail. Il était après en peinture. Puis je me suis dit, tiens, Henri vieillissait. Je connaissais Claude Bouchard parce que je l'avais exposé chez lui. Fait que j'ai appelé Henri. Puis j'ai dit, écoute, moi, je fais du papier. Puis j'aimerais ça si ça te tente. Fait que, il m'a montré tous ses dessins. Il y avait une pile. Fait que j'ai choisi. Fait que j'ai choisi les dessins, une trentaine. En fait, j'ai choisi 43. Il m'en reste encore 5, je pense. Puis on a fait l'exposition avec ça. Vous avez à votre actif, je ne les ai pas comptés honnêtement, mais j'estime grosso modo au-delà de 250, je vais être très prudent, Jean-Claude, au-delà de 250 expositions de présenter à la galerie, à la fois d'artistes canadiens, d'artistes locaux, d'artistes ontariens et canadiens, et ainsi qu'internationaux. L'approche n'est pas la même. Pourtant,
j'ai comme l'impression que, pour en avoir vu beaucoup, j'ai comme l'impression qu'il y a une caractéristique à travers tous vos choix d'exposition, c'est l'artiste pour commencer. Ouais. Ses œuvres, Ouais. oui. Son évolution artistique, oui. Son message, oui. Mais l'homme ou la femme artiste, c'est prioritaire chez vous. Est-ce que je me trompe? Oui, oui, parce que je trouve que finalement, le langage de l'artiste est important. Et j'ai commencé, comme je disais tantôt, à partir d'artistes canadiens, de différents ateliers. Et comme j'avais vécu à l'étranger, donc j'avais des connexions encore là-bas, et je m'étais dit, après un voyage en Inde, j'avais dit à ma femme, moi, je suis trop bourgeois pour aller me promener dans les saletés, puis on peut pas rien... on peut même pas aller aux toilettes parce qu'il n'y en a pas, ou des choses comme ça. J'ai dit, moi, dorénavant, j'irai à Paris à chaque année. Puis on le fait, ça fait 20 ans qu'on est... Cette année, ça fait 20 ans qu'on est allé. Et là-bas, je visitais les galeries. Donc, j'ai commencé à aller aux encans, les ventes aux enchères parisiennes, et développer avec les galeries une certaine proximité. Tout à fait. Puis ils m'attendent maintenant chaque année. Ils me disent, ah, j'ai des choses pour vous. Est-ce qu'on les met de côté? Et ce que je fais, je suis là pour un mois, des fois 5 semaines. Donc, je ramasse. Je mets de côté, mettez de côté. Et dans la dernière semaine, je fais mes choix, selon mes budgets aussi. Et puis, je ramasse tout ça. Puis, j'expédie ça ici à Ottawa. Puis, je dédouane moi-même, parce que j'ai fait ça. Évidemment, vous connaissez le métier. C'est ça, Donc, tout à fait. et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'artistes étrangers, là. Ils sont presque tous décédés. Le temps passe beaucoup trop vite, Jean-Claude. Je pense qu'on devrait peut-être remettre ça à une autre fois encore, mais je vais absolument vous poser une dernière question et une réponse succincte, si vous pouvez. Oui. Un conseil quand quelqu'un regarde de l'art, que ce soit à votre galerie, que ce soit au Musée des Beaux-Arts, que ce soit... Peu importe, l'œil qu'il faut avoir ou que l'on devrait avoir vis-à-vis de l'art, c'est quoi? Moi, je dirais plutôt l'œil de la sensibilité. Il faut que ce soit quelque chose qui nous frappe. C'est Anthony Tapies qui disait « Toute forme d'art qui ne dérange pas n'est pas de l'art. » Donc, il ne faut pas que ce soit les belles affaires. Il faut que ce soit quelque chose qui vous parle. Puis quelque chose avec lequel c'est vous qui allez vivre. Moi, je trouve ça déplorable quand des décorateurs viennent avec des clients et choisissent des œuvres en fonction des couleurs. Du divan, du tapis. Écoutez, ils vont peut-être déménager dans 3 ans. Ça ne marchera plus, ça, là. Puis moi, ça ne me fait rien. Je me dis, pas moi qui vais avec, c'est le client. Choisissez quelque chose que vous aimez, peu importe le prix. Ça peut être quelque chose qui n'est pas cher, mais avec lequel ça vous parle. Vous établissez une relation comme vous Absolument. établissez une relation avec les pièces artistiques. Oui. Tout à fait. Puis éventuellement, votre goût va se raffiner. Allez au musée, faites des lectures dans les arts. Et c'est comme ça que ça se développe. Parce qu'il y a des clients qui viennent. Je me rappelle d'un monsieur, entre autres, qui était un homme d'affaires, qui me dit, écoute, moi, j'ai des choses figuratives chez moi, des paysages, puis je vais chez des amis, ils ont des choses abstraites, puis je trouve ça beau, puis je suis pas capable de faire les choix. Évidemment, tout à fait. Ben, je vais dire, si vous allez au musée, allez-y plus souvent. Tout à fait, absolument. Jean-Claude, ça a été un bonheur de vous recevoir Merci. à Encore Jeune. Je vous remercie énormément, puis j'invite les gens, bien sûr, à passer, à s'arrêter à la galerie Jean-Claude Bergeron. Merci beaucoup, C'est Jean-Claude. moi qui te remercie. Merci. OK.